Alors on continue notre voyage. Là nous avons feuilleté notre album photo des 16 derniers mois. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que quand vous vous souvenez de vos voyages, c'est associé directement à une rencontre? Il y a une rencontre qui vous marque systématiquement dans vos voyages. C'est des petites mains qui peuvent se lever pour m'aider. Dites-moi oui, non. Ah merci Arthur. Oui, oui, oui. Bon, globalement, il y a toujours une rencontre dans un voyage. On est d'accord. C'est souvent ça qui marque même presque plus que le paysage lui-même. Eh bien, écoutez, ça tombe plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'une rencontre, c'est une ouverture. Il y a souvent un avant et un après. Et c'est surtout l'occasion de croiser les savoirs. Et ça, c'est une chose qu'on aime beaucoup au sein de l'initiative Racine, croiser tous les savoirs. Donc, c'est pour ça que je vais accueillir 4 voyageurs du changement qui vont venir me rejoindre en la présence de Marine Quenin, qui est cofondatrice de l'association Enquête. Marine, peux-tu me rejoindre sous les applaudissements nourris de la foule en délire? Marion Benamou, responsable du projet Inventer demain de la Fondation de France. Marion, voilà, je te laisse prendre ton temps pour venir si tu peux. Benoît Mounier, directeur des programmes de la Fondation Entreprendre. Voilà. Et Laurent Grand-Guillaume. Laurent, c'est à vous. Laurent Grand-Guillaume, président de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Quel joli panel, comme on dit. Vous avez tous des micros, vous pouvez vous les passer sans souci. Alors, on l'a vu avec Mathieu, on l'a vu également avec Jean-Baptiste. L'approche systémique, c'est une des solutions, évidemment, à la résolution d'un problème complexe. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est l'unique approche. En tout cas, c'est une piste à étudier clairement. Et ces problèmes complexes, ça peut être réformer le système de santé, par exemple, réformer l'éducation nationale, complexe quand même comme sujet, éradiquer la faim dans le monde, réduire les gaz à effet de serre, et on se demande toujours par où on va commencer, et quand on commence à regarder l'intégralité, finalement, on reste sous sa couette, en tout cas certains, pas nous en l'occurrence, et pas le public présent ce soir. Alors, qui va m'aider? Alors justement, Marine, la première question, elle est pour toi. Je rappelle que tu es donc la cofondatrice de l'association Enquête qui vise à démontrer que connaître et comprendre les religions et les pratiques sociales associées, c'est essentiel à la citoyenneté et à la laïcité. Mais avant d'en dire plus, parce que j'aimerais que ce soit plutôt toi qui réponde à cette question-là, à quel système, toi, tu as décidé de t'attaquer et quels sont tes leviers d'action? Mais en fait, quand on a commencé, il n'y avait pas de système. Parce que je reviens à ce que disait Mathieu qui est là-bas. On était même avant le 1.0, on était à 0. Donc, il y a un problème. Les enfants manquent de connaissances sur ce sujet. On n'en parle que par le biais des extrêmes et des crises. Ce qui n'aide pas beaucoup à la fois à se relier à l'autre, à soi-même et à pouvoir comprendre en quoi la laïcité a un intérêt. Et puis quand on parle de ces questions, on parle souvent des adultes, beaucoup des adolescents qui sont un peu dans la provoque et peu des enfants, alors même qu'ils posent beaucoup de questions et que le sujet est présent chez eux. Donc Enquête est née pour s'adresser à cette cible-là. Et puis on a commencé avec une cible directe qui était celle des enfants en animant des ateliers. Ateliers qu'on a construits avec des erreurs, des choses qui sont affinées. Et puis en se rendant compte assez rapidement que on arrivait à toucher 1 millier d'enfants par an, qu'il y en a 800 000 par classe d'âge, et que donc du coup, en effet, il y avait encore un bout de chemin, et qu'on était avec notre petite cuillère face à l'océan. Et donc on s'est dit, peut-être qu'on va pouvoir outiller les éducateurs au sens large pour qu'ils puissent aborder sereinement ces sujets avec les enfants. On a commencé à créer des outils, et puis en se rendant compte assez vite que nos outils étaient bien, de mieux en mieux, mais que les éducateurs en question, ils avaient encore très peur d'aborder ces sujets. Donc on s'est dit qu'on allait les accompagner, au vu de l'expérience qu'on avait acquise, pour pouvoir prendre en charge ces outils et pouvoir, dans le cadre de leur mission, s'adresser à ces enfants. Et donc commencer à former des éducateurs en ciblant plutôt côté école, en se disant, là, tous les enfants passent par l'école, et donc c'est quand même un moyen de... Et puis, en se disant, on est bien, mais on est 7. On va pas grandir, un peu comme Mathieu, un choix de se dire, l'objectif, c'est pas de grandir, c'est pas d'élargir, mais c'est peut-être de se dire, comment est-ce qu'on peut aller plus loin, plus profond, et peut-être de former des formateurs. Et donc, doucement, de pénétrer l'éducation nationale, donc le système existant, on avait une chance, c'est qu'en fait, dans les programmes,
la question de l'enseignement des faits religieux existe, donc on n'avait pas à faire changer une partie des règles, mais on a fait à faire en sorte que cet enseignement soit pris en compte. Et donc de faire de la formation de formateurs, de convaincre pour que ça puisse se faire, et puis avec un autre angle aussi, qui était celui de la recherche, parce qu'il y avait très peu de données sur ces questions, à la fois pour prendre du recul sur ce qu'on faisait, pour améliorer, affiner aussi la compréhension des freins qui existaient chez ces éducateurs auxquels on s'adressait, et puis pouvoir mesurer notre impact. Donc ce cheminement vers une compréhension de, je ne sais pas si c'est un système, mais en tout cas un fonctionnement global qui peut faire en sorte que ça change durablement sans nous, il s'est fait au fur et à mesure, pas à pas et en faisant. Laurent, chez Territoire Zéro Chômeur de longue durée, vous portez évidemment dans votre nom l'action. Je pense que c'est assez clair, a priori. Zéro chômeur de longue durée sur un territoire. De quel constat vous êtes parti? Et puis, qu'est-ce que vous avez identifié comme étant la fameuse cause profonde dont on parle depuis tout à l'heure concernant le travail? D'abord, nous pensons qu'il est possible d'éradiquer le chômage longue durée. Donc nous sommes des utopistes. Et puisque vous nous invitez au voyage, dans un voyage, vous savez, l'utopiste, il peut être considéré comme un voyageur. Et finalement, l'expérimentation est pour l'utopiste ce que le chemin est au voyageur. Donc l'expérimentation, c'est notre chemin. Pour arriver à l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est éradiquer le chômage longue durée. Car on part de 3 constats. D'abord, il y a un coût du chômage longue durée en France. C'est 43 milliards d'euros à peu près de coût du chômage pour l'État et les collectivités territoriales. Donc nous assumons collectivement ce coût. Et puis en face, il y a des personnes qui sont privées durablement d'emploi. Par ailleurs, nous assumons le fait aussi, collectivement, qu'il y a plein d'activités qui ne sont pas développées dans les territoires, alors même qu'il y a des besoins non satisfaits. Donc ça, c'est aussi une charge collective que nous assumons. C'est cette absence d'activité que l'on pourrait développer. Et puis après, nous assumons collectivement, hélas, qu'il y aurait des personnes qui sont inemployables. Or, nous, on inverse toutes ces logiques, car on considère que personne n'est inemployable, qu'il n'y a pas que des coûts, il y a aussi des opportunités, et que l'on peut donc développer les activités qui ne sont pas développées dans les territoires. Et à travers l'expérimentation que nous portons, eh bien, nous avons levé finalement des freins qui sont ceux aujourd'hui qui s'opposent aux personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi pour différentes raisons. Mais souvent par les représentations, par les préjugés. Nous avons embauché 1300 personnes en contrat à durée indéterminée qui étaient en moyenne au chômage depuis 4 ans et demi, qui pour 25% sont en situation de handicap. Donc c'est possible d'éradiquer le chômage longue durée en embauchant des personnes qui justement paraissaient aux yeux des employeurs comme étant inemployables. Moi-même, parce que je suis engagé bénévolement dans ce projet depuis le début, il y a, en tant qu'acteur d'une entreprise, dans mon milieu professionnel, dans les échanges que j'ai avec les entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent apparaître comme inemployables. Pourtant, elles sont employables, puisque nous les avons embauchées dans Territoire Zéro Chômeur longue durée, dans des entreprises. On ne les a pas embauchées dans des bureaucraties, bien dans des entreprises que nous avons créées. Donc, il est possible d'inverser les logiques en partant de la complexité. Quelle est la complexité? C'est que dans tous les territoires, il y a des acteurs qui ne se parlent pas et qui peuvent se mettre autour d'une table pour échanger, pour travailler ensemble et pour inventer des solutions. C'est ce que nous faisons à travers un comité local pour l'emploi. Tout le monde se met autour de la table. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a autour de la table non pas que des acteurs publics et privés, non pas que des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des associations, des élus locaux, des collectivités ou l'État. Il y a surtout les personnes qui sont privées durablement d'emploi qui sont autour de la table. C'est-à-dire qu'on leur demande leur avis, ce qui est quand même assez disruptif. Demander l'avis des personnes qui sont privées durablement d'emploi pour leur demander ce qu'elles veulent faire et en plus leur demander ce qu'on pourrait créer comme activité. Ça fait déjà 2 disruptions. Eh bien, les personnes qui sont autour de la table ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'un dispositif, elles sont considérées comme étant les acteurs de ce changement. Et donc, elles participent à l'élaboration de la solution. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on fait avec les personnes et on ne fait pas seulement pour elles. Donc, ATD Quart Monde défend, par exemple, beaucoup cette idée dans le projet. Et c'est très important, ça. C'est l'essence même du projet. Donc, ces personnes, on fait avec elles et non pas seulement pour elles. Et on fait pour toutes les personnes. C'est-à-dire que notre principe, c'est l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'on s'adresse à toutes les personnes privées durablement d'emploi,
quelle que soit leur situation. Et ça, c'est très important. Ça nécessite donc un autre élément important qui est l'altérité. Il ne peut pas y exister, dans n'importe quel projet, il ne peut pas exister le principe d'exhaustivité sans partir de l'altérité. Et l'altérité, non pas conçue comme je prends une personne et je l'emmène là où je veux qu'elle soit, d'accord, mais je prends en compte sa différence, comment elle fonctionne, ce qu'elle veut faire, pour construire avec elle la solution. Et là, ça commence à être complexe. Voilà. Et donc, nous gérons de la complexité au quotidien dans le projet. L'encapacitation des personnes qui pâtissent du problème de société, c'est évidemment un élément phare de l'approche systémique. Merci de l'avoir rappelé. Chez Ashoka, il y a une phrase qu'on aime beaucoup, c'est Thomas Blétry qui nous la donne souvent. Alors, je ne fais pas de délation, mais un peu quand même, Thomas. Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Voilà, donc je crois que ça résume assez bien les propos que vous venez de tenir. Marion, alors ça tombe bien parce qu'à la Fondation de France, vous accompagnez Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Donc en tant que financeur, comment est-ce que vous avez perçu, enfin comment tu as perçu, pardon, les ambitions oui, parce qu'on ne va pas mentir, on se tutoie quand même, voilà. Comment tu as perçu les ambitions de Territoire Zéro Chômeur? Parce qu'on a parlé d'utopie, hein, c'est ce que Laurent vient de dire. Comment il vous a embarqué et en quoi tu as trouvé cette approche particulièrement nouvelle et inédite et vous a dit ça y est, on y va? Alors merci Elsa. Alors tu as raison de dire vous, parce qu'à la Fondation de France, on ne travaille jamais dans son coin et on prend des décisions qui sont collectives après débat avec des personnes qui viennent d'horizons différents et c'est quelque chose qui est très important et qu'on peut comprendre quand on va lire ce que je vais raconter. En 2013, on a une équipe de 2 personnes d'ATD Carmonde qui viennent nous voir pour nous proposer une idée qui allait devenir Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Alors j'ai fait un petit peu d'archéologie, j'ai regardé le premier texte écrit qui nous avait été déposé et la proposition à cette époque, c'était de supprimer le statut de demandeur d'emploi de longue durée en le remplaçant par un statut d'actif à durée indéterminée. Alors Laurent, je ne sais pas si c'est encore dans les tuyaux, mais c'était ça la grande idée. Donc c'était une idée qui était encore à un stade embryonnaire, mais qui était particulièrement séduisante pour le comité emploi que j'animais, puisque ça renversait quand même des logiques qui étaient très présentes dans notre secteur d'activité et qui étaient très présentes dans les esprits en général. Tu l'as rappelé, le fait que personne n'est inemployable, c'était quelque chose d'assez nouveau. Le fait que du travail, il y en a puisqu'il y a des besoins à résoudre. Le fait que de l'argent, il y en a puisqu'on finance le coût social du chômage de longue durée. Donc c'était très ambitieux, ça avait un souffle, c'était une sorte d'utopie, comme tu le répétais, ça nous plaisait. Et puis rapidement, les 2 personnes qu'on voit nous disent, alors oui, pour faire ça, ça nécessite une loi d'expérimentation. Okay. Une loi d'expérimentation, c'est possible dans la Constitution, il n'y en a jamais eu, donc on va être les premiers à le faire. Et il nous faut les moyens pour mener ça à bien, on a besoin de temps. Là, on s'est dit, on est devant une proposition qu'on ne nous fait pas habituellement, qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir. Ça nous a fait faire un petit pas de côté. Alors d'abord, dans les pratiques classiques des programmes de la Fondation de France, et ce qui était notre cas à l'époque, on fonctionnait uniquement par appel à projet, donc avec des cadres, avec des critères. Là, on voit arriver un ovni qui rentre évidemment dans aucune case, qu'il est hors de question de faire se tordre dans aucune case. Donc ça a bousculé nos manières de faire, nos process, nos façons de décider, nos façons d'engager les fonds, etc., etc. Et puis on avait une deuxième jurisprudence dans notre comité emploi, c'était de ne financer que des projets de terrain. Alors là, ça a été difficile il a fallu se remettre en question, ça a été un débat difficile, ça a duré quelques temps entre les membres du comité sur notre utilité, à quoi on servait, et on a conçu une réflexion autour de ça grâce à cet ovni qui était en face de nous. Bon, c'était énorme, c'était un peu fou, on avait quand même des doutes sur la possibilité que ça aboutisse, hein. Heureusement qu'on n'a pas eu une approche quantitative à se dire combien de pourcents de chance ça a de réussir comme ça nous est vendu aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'aurait pas pris la décision d'y aller. On s'est posé la question, on s'est dit on n'est pas en train de jouer au poker là, on n'est pas en train de se dire on perd ou on gagne, on est en train de se dire on va sur un chemin. Et qu'est-ce qu'on aura gagné, même si on n'arrive pas jusqu'au bout. Et nous, comité emploi de la Fondation de France, on s'est dit on aura inventé avec ces équipes une nouvelle façon de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales et participative.
Et la question de la participation était quelque chose qui était très important pour la Fondation de France. Et nous qui étions dans une logique de soutenir l'emploi au travers du développement territorial, on s'était dit, là, il y a quelque chose à tester, même si on n'aboutit pas à cette loi, même si on n'aboutit pas, cette grande utopie n'aboutit pas, on aura quelque chose qui nous intéresse. Donc c'est pour ça qu'on a accepté de prendre ce risque. Et parallèlement, on était quand même convaincus dans notre tradition de soutenir des projets de terrain que l'exemple avait beaucoup de force et que dans une logique de plaidoyer politique, puisque c'était de ça qu'il s'agissait, c'était dommage de se cantonner à un niveau théorique. Les arguments étaient très très convaincants sur le papier, ça, il n'y avait pas de problème. Mais si on arrivait à démontrer qu'il était possible déjà de faire des choses, qu'il y avait des territoires qui étaient partants, qu'il y avait des gens qui étaient engagés sur ces territoires pour développer ce projet, on se disait que ça allait quand même appuyer largement l'argumentation théorique. Donc on a proposé, on a suscité la possibilité, en proposant un soutien financier complémentaire à quelques territoires, 4 territoires au départ, de commencer l'expérimentation avant la loi. Et il se trouve que 4 puis 6, puis on a soutenu, je crois, jusqu'à une dizaine de territoires qui se sont préparés, ont été les premiers territoires qui ont été prêts tout de suite à se lancer dans l'expérimentation au moment du vote de la loi. Donc on n'a pas regretté d'avoir pris ce risque, et depuis on chemine alors avec des formes adaptées aux différents moments du projet. C'est pas la même chose de soutenir Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée quand c'est 3 personnes qui le portent et que c'est incubé d'ailleurs ailleurs, que quand il y a une association, que quand il y a une loi, que quand ça devient une politique publique. Donc dans la discussion avec nos partenaires, on a pu adapter les endroits intelligents de soutien à ce grand projet qui était Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Alors comme tu viens de le dire, en fait, c'est vrai que l'approche systémique, elle est très itérative en réalité. On ne sait pas réellement ce qui va se passer parce que comme on provoque des effets qu'on n'a pas forcément prévus, parfois les chemins sont un peu complexes à mapper, à identifier, et il peut y avoir des effets contre-productifs ou de rétroaction. Donc il faut observer les relations, les rôles, les mouvements, et accepter aussi ces revirements. On a eu un scénario rose, là c'est chouette, mais c'est pas toujours si rose, sinon on serait peut-être pas là ce soir pour en parler aussi longuement. Alors justement, Marine, la question elle est pour toi. À quelle difficulté, quand on est porteur d'innovation sociale systémique, donc on a bien expliqué au départ de quoi il s'agissait et sur quoi on pouvait s'appuyer, comme en capacité aussi ceux qui sont en première ligne du problème, quand on va chercher un financement, en fait, à quelle difficulté on se heurte, et finalement quels sont vos besoins réels, au-delà même du financement, j'ai envie de dire. Bon, nous, on commençait déjà avec un sujet extrêmement simple, pas du tout clivant, ni sensible, dans un environnement politique international léger, mais ceci mis à part, le choix qu'on a fait, en fait, le cheminement que je vous présentais précédemment, qui est celui disons des gros mots, pénétrer l'éducation nationale pour la transformer, pour faire en sorte que les enseignants se saisissent effectivement de ce sujet. C'est hyper long. C'est hyper long, c'est laborieux, c'est pas sexy du tout, ça donne pas de jolis chiffres. Et du coup, il y a une histoire de temps long et de confiance nécessaire. Et en fait, dans les demandes de financement qu'on présentait, on rentre pas dans les cases. Enfin, en termes de KPI, on est complètement hors sol. Donc il y a un choix de soit essayer de s'y conformer, soit d'essayer de prendre le temps d'expliquer comment on fait. Et comment on fait, comment le fait qu'on convainque des enseignants et l'institution, c'est une stratégie du sandwich. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le bas pour affiner des outils, convaincre des enseignants, gagner en qualité, en légitimité, en confiance, parce qu'encore une fois, sur ce sujet-là, on est taxé de tout. On est islamo-gauchiste, on est catho, on a un projet catho caché, on est laïcard, enfin bon, bref. Donc du coup, de montrer qu'on peut faire et qu'on fait bouger les choses chez les enfants, et puis après de convaincre le haut qu'il y a un projet politique, et en même temps sans être militant, parce que sur ces sujets-là, si vous êtes militant, vous prenez des baffes. Donc c'est ce temps long de la durée et des résultats qui sont en fait... ce que disait Mathieu, en fait, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va faire bouger les choses. Et donc il y a une question de récit à construire et de confiance à construire sur faites-nous confiance parce que ce qu'on fait, ça marche. Mais sauf qu'en fait, on ne va pas pouvoir vous le montrer tout de suite. Donc le récit, il est complexe à tenir, il ne rentre pas dans les cases. Et puis en plus, on fait financer des trucs pas sexy du tout. Moi, j'ai ma charge, ma structure de coût, c'est des salaires. C'est des salaires et mon actif, c'est les gens qui travaillent chez moi.
C'est des gens qui ont construit une expertise qui est grandiose. Donc, il ne faut pas qu'ils partent. Donc, si je ne les paye pas, ils se barrent. Donc, vous allez payer du salaire pour un truc, vous ne savez pas quand est-ce que ça va marcher. Et en plus, je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres tout de suite. Donc, faites-moi confiance, quoi. Mais, voilà. A priori, ça fonctionne, j'ai envie de dire. Donc, c'est lié à quoi, la personnalité de l'entrepreneur ? Les 5 premières années, je n'ai pas eu un financement privé. Ouais. Et bizarrement, j'ai eu que du public. C'était pas gagné sur ce sujet-là. Et en fait, c'est petit à petit que la confiance s'est construite avec des fondations et des partenaires qui, pour le coup, quand ils commencent à nous faire confiance, nous font confiance sur la durée. Et ça, mais excusez-moi, je vais être extrêmement grossière. Putain, on a galéré, hein, vraiment. Mais ça s'entendait même sans grossièreté, de toute façon, Marine. T'inquiète pas. Benoît, on va revenir sur l'aspect fondation, financement. On a compris qu'il faut apprendre en marchant, la confiance, elle est clé, hein, on le sent bien dans le propos que vient de tenir Marine. On a parlé de l'encapacitation des personnes qui vivent le problème, la coopération, etc. Mais comment cette prise de conscience, qui est relativement challengeante quand on est une fondation, surtout une fondation qui est collectrice, donc il y a elle aussi qui est comptable et responsable vis-à-vis de l'argent qui est collecté, pour les embarquer dans cette nouvelle approche. Sur quoi on peut s'appuyer ? Comment tu peux nous raconter comment ça se passe chez vous, à la Fondation Entreprendre ? Alors déjà, la prise de conscience, c'est pas un jour on s'est réveillé et puis on a vu la lumière. C'est déjà de constater qu'on soutient un écosystème d'acteurs, nous, autour de la question entrepreneuriale. Et même, on les réunit, même certains d'entre eux, dans un lieu, la filature, en se disant qu'il va se passer quelque chose, quoi. Et finalement, il ne se passe pas toujours quelque chose, parce que, en fait, les questions de transformation sociale, elles ont été abordées. Là, moi, je suis ingénieur industriel, et moi, c'est pas Descartes, c'est Taylor, et dans une approche taylorienne où chacun, en fait, a des rôles, des compétences clés, chacun est dans son couloir, que ce soit les acteurs associatifs qui sont souvent très spécialisés dans un domaine, sur un public particulier, sur une problématique particulière ou une approche particulière. Il y a souvent une injonction aussi de la part des financeurs à avoir ce positionnement-là, de se démarquer, de voir finalement la réponse à un besoin social comme on fait une étude de marché, en fait, et moins dans une perspective de transformation sociale. Et de l'autre côté, aussi une injonction à la nouveauté, et le mélange entre nouveauté et innovation sociale, qui est un processus et qui est encore aujourd'hui peu compris. Et ça, c'est le côté acteur associatif. Les politiques publiques sont très cloisonnées, et les acteurs de la philanthropie fonctionnent aussi en silo. Aujourd'hui, ils sont enfermés dans une mission sociale qui est des fois étriquée, des fois un peu large, et puis enfermés dans des procédures plutôt que des processus, et souvent dans un rôle de distributeur de fonds. C'est-à-dire, c'est un guichet, et donc ça, c'est un premier point, un premier constat. Et puis le deuxième, Mathieu, finalement, on a parlé en introduction, ça revient aussi à cette logique de taylorisme, c'est qu'on voit le changement social avec un objectif et on planifie, alors qu'en fait, là on parle on n'est pas dans une industrie, justement, si je reviens à l'industrie, où on traite de matière inerte, ce qu'on transforme. Là on est dans du vivant, en fait, dans la transformation sociale, et il y a besoin de changer d'approche et d'être plutôt dans du mouvant, d'être dans une logique décloisonnée et d'ouvrir nos chakras. Et en gros, c'est ce nous on essaye de faire à notre niveau. Je dis bien essayer parce que c'est par petits pas, on conscientise pas, on a conscientisé avec vous cette idée de changement systémique. Mais donc, dans un premier temps, d'essayer de changer, d'éviter d'être dans des approches fragmentées, déjà avec les acteurs, la philanthropie. Donc nous, on propose aussi des approches de ce qu'on appelle le collective impact, ou ce qu'on appelle, nous, la réponse collective, où on identifie une problématique pour laquelle l'entrepreneuriat peut être un levier de réponse. Et plutôt qu'avancer seul, on pense en agrégeant les missions sociales d'autres fondations, d'autres mécènes, finalement, on peut avoir un prisme un peu moins partiel de la problématique qu'on a envie d'aborder.
et qu'on peut aussi mobiliser au-delà de financement, des expertises, des visions de problématiques, hein, des réseaux différents. Et ensemble, on soutient des collectifs de porteurs de projets qu'on incite à agir en collectif. Parce que ce n'est pas juste une injonction à dire la coopération c'est bien, c'est également de flécher des financements, et ça veut dire d'être dans l'attente, de laisser du temps pour construire des partenariats et pas dire moi j'attends mon projet tout cuit maintenant, mais de créer un cadre dans lequel on a ce temps pour expérimenter, pour tester, et donc, en reprenant aussi ce que disait Mathieu, mais être plus dans une intention et dans un processus apprenant entre financeurs et porteurs de projets. Ouais, ce qui est très nouveau, et justement ça me fait penser à une petite discussion qu'on a eue avec Laurent en préparant cette table ronde, qui était sur le changement de posture, la difficulté parfois à changer d'image et de perception qu'on peut avoir du changement, et pour ça, Laurent, vous utilisez une théorie qui m'a fascinée, même encore maintenant en y repensant, qui est cette théorie du lampadaire. J'aimerais bien qu'on en reparle un peu, parce que c'est assez, pardonnez-moi, éclairant sur le sujet qui nous concerne. Bon, après, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est la théorie du lampadaire, c'est de dire que finalement on regarde où c'est éclairé, voilà, mais on ne regarde pas autour, dans la pénombre. Et c'est le cas pour le chômage. Hein, pour le chômage de longue durée, par exemple, les statistiques, bon, on les connaît, hein, vous avez différentes catégories très bien définies depuis... la catégorie même du chômage, d'ailleurs, a été inventée à la fin du 19e siècle. Donc depuis, il y en a eu des rapports et des analyses de fait. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui ne sont dans aucune case statistique, qui ne sont ni dans les catégories de Pôle emploi, ni dans les fichiers des conseils départementaux au RSA, et ils ne figurent dans aucune case. Ils sont dans le non-recours. Et donc nous, ces personnes, on va les voir en porte-à-porte. Donc on va identifier les personnes qui ne sont dans aucune case en faisant tout simplement des médiations humaines, hein, en allant à la rencontre des autres. Voilà. Et c'est comme ça qu'on identifie ces personnes. Et je me rappelle très bien d'une rencontre, parce que j'avais été au moment où, parce qu'à l'époque la DGEFP, le ministère du Travail, était contre l'idée, la direction du budget, le Trésor, était contre l'idée. Donc quand on a lancé l'idée, si vous voulez, il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt contre. Hein. Et heureusement, j'avais été invité à l'époque par William Julius Wilson, qui était le président de l'association de sociologie aux États-Unis, professeur de l'université de Harvard, et qui m'avait invité à présenter le projet aux États-Unis, donc à l'université de Harvard. Et donc j'étais surpris, puisque comme en France, on nous regardait bizarrement, si vous voulez, c'était plutôt intéressant d'aller présenter le projet là-bas, hein, outre-Atlantique. Et il m'avait dit une chose très intéressante, il m'avait dit, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes ne viennent pas à votre projet, et pourquoi certains territoires ne viendront pas à votre projet. Et vous ferez ainsi grandir le projet. Car lui, il partait du principe que le projet était intéressant. Il n'était pas dans le monde conceptuel, hein, de Descartes, il était dans le monde de l'action, le récit par l'action, et donc de se dire comment on améliore le projet, comment on le fait grandir, ce projet. Et ça, c'était très intéressant. Et finalement, dans cette pénombre-là, il faut essayer de comprendre pourquoi les personnes ne viennent pas à nous, pourquoi les personnes ne viennent pas à territoire zéro chômeur longue durée, là où on a quasiment éradiqué le chômage longue durée dans un territoire. Quel est le problème des représentations? Quel est le problème culturel? Car finalement, nous, on porte une opérationnalisation, hein, d'une action, d'une mise en œuvre. Mais la tension qu'il y a avec la normalisation, qui est portée par l'État, elle s'inscrit dans le champ des imaginaires. Dans le projet que nous portons, il y a des acteurs qui sont porteurs d'un imaginaire. ATD Quart Monde, le Secours catholique, la Fédération des acteurs de la solidarité ou Emmaüs France sont porteurs d'imaginaire. L'État lui-même a son propre imaginaire dans la normalisation. Et donc, là où il y a des tensions, finalement, c'est là où il y a de la complexité, c'est là où il y a des enjeux systémiques, c'est ce qu'il faut comprendre pour avancer. Ce n'est pas la même chose de faire territoire zéro chômeur de longue durée dans le Cantal que de le faire en région parisienne, que de le faire dans un territoire insulaire en Martinique, car d'abord, le chômage n'est pas de même nature, mais le fonctionnement même des acteurs n'est pas de même nature. Et donc l'ingénierie de projet que nous devons développer n'est pas de même nature. Les acteurs qui sont dans le territoire, qui veulent mettre en œuvre le projet, n'ont pas les mêmes problématiques dans l'ingénierie à développer, à créer, à mobiliser. Voilà. Et donc c'est dans ce monde-là que l'on baigne au quotidien, et donc on met en place des choses
pour résoudre cela. Voilà. Merci pour la théorie du lampadaire et effectivement et tout le reste qui est venu par la suite. Alors, Marion, je te voyais opiner du chef en écoutant Laurent. Quand, justement, c'est quand même assez troublant quand on voit la complexité et la singularité, en fait, presque l'aspect très chirurgical d'aller mapper spécifiquement un territoire pour trouver la bonne solution. Est-ce que ça fait pas peur, ça, à un financeur quand il entend ce discours-là au début parce que là, on est vraiment dans une approche systémique forte. Et comment on fait pour se convaincre en interne qu'on va dans le bon sens? Alors, je ne vais pas dire même pas peur. Parfois, ça nous fait un petit peu quelques rides en plus et quelques cheveux blancs en plus. Mais on essaye d'y arriver, nous, avec le Covid. Et après l'action d'urgence qu'on a eue en 2020, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait soutenir des approches qui apportaient, sur le long terme, des solutions pour un monde apaisé, pour un monde plus solidaire, pour un monde plus durable. Et on a monté un programme qui s'appelle Inventer demain, dans le cadre duquel on a une action qui porte sur les coopérations territoriales, qui a une ligne de financement, démarche territoriale, qui reprend exactement ce que disait Laurent. Comment aller voir les spécificités, comment prendre en compte les systèmes d'acteurs sur les territoires, avec l'idée que pour résoudre des problématiques localement, il faut qu'on arrive à créer des coopérations avec différents acteurs. Et puis un deuxième axe de ce programme Inventer demain qu'on a lancé autour d'acteurs clés de changement. Là, c'est nous qui allons créer la coopération et le collectif. Alors, acteur clé de changement, je vais vous en dire quelques mots parce que c'est un programme qui est quand même né en même temps que cette réflexion sur l'approche systémique du changement, donc on chemine un petit peu en parallèle. C'est un programme dans le cadre duquel on va repérer des porteurs de projets qu'on sélectionne pour leur ambition de transformation, pour leur ambition de changement, pour leur capacité à porter ce changement et pour leur capacité et leur envie à le faire collectivement avec d'autres. C'est des actions que nous soutenons pour plusieurs années, à la différence des classiques appels à projets où on finançait annuellement ou 1 an et demi, qu'on ne flèche pas. On va soutenir une ambition, on va soutenir une trajectoire, on ne va pas soutenir un projet avec son début et sa fin. Et c'est des financements qu'on ajuste selon les besoins et selon l'évolution des besoins. Parfois, il faut rajouter à tel endroit parce qu'on se rend compte que ça ne va pas suffire. Donc, on est dans un dialogue permanent avec ces porteurs de projets sur ces questions. Autour de ce financement, on propose un accompagnement individuel de chacun d'entre eux, accompagnement qui a la particularité d'être fait à la fois par les équipes de la Fondation de France, les équipes salariées, mais aussi les équipes bénévoles qui ont beaucoup d'expertise et de savoir-faire à apporter, et puis d'un accompagnement qui peut être fait également par des professionnels. Au-delà de ça, on a souhaité donc lancer cette dynamique collective, être nous-mêmes l'opérateur de ce travail collectif, entre des porteurs de projets qui sont à des stades de maturité extrêmement divers, qui travaillent sur des thématiques complètement différentes, mais qui ont la particularité d'être sur des sujets qui croisent, qui touchent plusieurs secteurs d'activité, qui touchent plusieurs systèmes. Donc, on a trouvé un grand intérêt à ce qu'on puisse travailler, à partager les pratiques, les problématiques, à renforcer les capacités entre pairs et à susciter des coopérations nouvelles. Ça fait maintenant un petit peu moins d'1 an et demi qu'on travaille avec eux et on voit déjà des projets qui commencent à naître ensemble. Alors, c'était on avait cette idée, cette intuition que c'était une façon de travailler qui allait être intéressante. On a assumé d'être dans une logique intuitive, pragmatique, avec 2 maîtres mots qui sont la créativité d'une part, et on se donne le droit à certaines erreurs, et d'autre part la co-construction, puisque l'idée c'était de construire un collectif et de travailler ensemble dès les premières minutes de ce groupe. Alors aujourd'hui, on a choisi tous ensemble d'approfondir lors de temps collectifs la question du changement. Qu'est-ce que c'est le changement? Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça se construit? Comment ça se pilote? Comment ça se déploie? Comment ça s'évalue, etc. C'est des questions qu'on se pose tous les mois, puisqu'on rencontre la vingtaine d'acteurs clés de changement qu'on soutient chaque mois sous forme de visioconférence, où chacun d'entre eux est invité à plancher sur cette question du changement et sur ce que ça signifie dans son activité, ce que ça signifie dans ses convictions, ce que ça signifie dans ses savoir-faire.
et puis de là on tire des questions générales, plus générales, qui inspirent tout le monde et qui permettent de développer de nouvelles pratiques. On a aussi 2 temps de séminaires de 2 jours dans l'année qui nous permettent de creuser toutes ces questions ensemble. Alors, ce n'est pas une mince affaire. Cette question du changement, ça provoque aussi du changement chez les personnes. Ça provoque beaucoup de changements chez nous. Ça nous oblige à revoir notre place. Ça nous oblige à développer une nouvelle posture, de cette posture de à la fois être en leadership et en animation d'un collectif. Ça fait pas mal bouger nos pratiques. Et dans ces pratiques qui bougent, en se disant, bon, on se voit tous les mois, on finance une trajectoire plutôt qu'un projet, on s'est dit, il faut qu'on adapte les cadres de reporting. Et très rapidement, on s'est dit, on va oublier les bilans d'activité spécifiques avec les tableaux et les cases qu'on demande habituellement. On va arrêter de demander aux porteurs de projets de produire des documents spécifiques pour nous, puisqu'ils en produisent pour leur pilotage, puisqu'ils en produisent pour d'autres financeurs. Puisqu'on finance la trajectoire, on pourra s'en contenter. En revanche, on garde un haut degré d'exigence dans la relation qu'on a avec eux. Et tous les 3 mois, avec chacun d'entre eux, on a un entretien individuel qui réunit l'équipe du programme, d'autres équipes de la Fondation de France, des bénévoles, des fondations partenaires, un point individuel qui nous permet de faire un point sur la situation de l'association, ses avancements, ses actualités, ses difficultés parfois, et de voir comment on ajuste notre accompagnement. Ce qui est important, c'est que de cet entretien, on fait un compte-rendu qui est rédigé par la Fondation de France. On ne fait pas porter la charge sur l'association, on fait valider ce compte-rendu à l'association. Et tous ces entretiens, tous ces comptes rendus nous aident autrement que le fait d'entasser des tableaux, des grilles d'évaluation, des rapports d'activité, nous aident à construire un nouveau récit autour de ce changement qu'on essaye d'impulser, nous aide à établir des connexions et à soulever des enjeux communs qu'on ne verrait pas autrement. Alors c'est assez nouveau, c'est expérimental. On a commencé il y a 1 an et demi, et comme je le disais, on transpire un peu parfois. En revanche, c'est quelque chose qui a vocation à irriguer l'ensemble de nos pratiques parce qu'on est tellement convaincus que c'est dans cette direction qu'il faut aller que la Fondation de France, il y a quelques mois, a mis l'approche systémique du changement au cœur de sa nouvelle stratégie d'intervention. Oui, donc ça change aussi quelque part, enfin en tout cas ça fait évoluer le rôle de la philanthropie en associant une partie préventive à la partie curative plus traditionnellement perçue et connue aussi dans le champ de l'innovation sociale ou du règlement des problèmes de société. Alors justement, Benoît, c'est pour toi que la question suivante se profile. Il y a une expression qui nous a marqué avec Sarah quand on a préparé cette table ronde, c'est accepter de soutenir l'intention. En fait, ça, je trouve que c'est assez fort en fait de la part d'une fondation parce qu'on n'est pas sur soutenir clairement un KPI dont tu parlais tout à l'heure, Marine, qui sont très difficiles à imaginer quand on parle d'un changement de mentalité, d'un changement de casser tous les silos. Tu parlais de Taylor, voilà, c'est casser tous ces silos-là. Finalement, c'est un changement culturel. Donc, on sent avec ce qui se passe chez la Fondation de France qu'il y a un effet de traction assez forte quand même, qui peut potentiellement irriguer aussi tout l'écosystème de la philanthropie. Et on appelle évidemment ça de nos voeux. Je sais que toi, tu as des convictions très fortes aussi sur ce changement culturel qui est en train de s'opérer au niveau de la philanthropie. Je pense que le premier point, le premier changement, c'est le lâcher prise. En fait, mon point, en fait, c'est que on parle de complexité, de problèmes complexes à aborder. Et finalement, c'est la simplicité qui permet de mieux aborder la complexité. On a créé des systèmes ultra complexes pour gérer des choses simples. Et en fait, il faudrait inverser les choses. Et donc, c'est vraiment l'idée de lâcher prise, en fait. Dire OK, en fait. C'est OK. On n'est pas obligé de s'enfermer dans tous nos process, dans toutes nos attentes et d'avoir plutôt une posture d'humilité face aux défis qu'on a à relever. Et également de la question de l'ego. Je parle d'écosystème et créer plutôt des écosystèmes. Sortir de nos précarés et puis pour nous en fait ça réinvente notre donc là c'est plus de la posture mais aussi notre rôle en tant que philanthrope et qui était de distributeur à plutôt un acteur. On parlait de game changer, on rentre dans le game en fait, on est dans le système à part entière et on peut prendre une posture aussi de facilitateur de changement, d'organisateur.
Mathieu parlait de conditions versus planification, de créer des conditions en fait, de réussite. Et nous, par exemple, ces conditions de réussite, c'est en mettant en place vous parliez de chemin aussi. En fait, nous, notre chemin et ces conditions de réussite, on met en place une dynamique de R&D sociale qui permet en fait entre porteurs de projets de partager les pratiques, de renforcer les capacités. Et nous financeurs, collectifs de financeurs, de mieux appréhender, de construire une vision partagée et qui n'est pas une vision d'un financeur, mais qui est partagée. Donc il y a cette notion de comment on se place dans un bâtisseur et un facilitateur de chemin, d'être dans une logique de faire confiance et se faire confiance, du droit à l'erreur. Marion le disait, c'est clair, en fait, on assume, on est dans de la co-responsabilité. C'est-à-dire aussi que dans la posture, quand on parle d'évaluation, nous, on évalue aussi le système qu'on met en place, et donc on évalue aussi notre action. On est acteur donc on est aussi évalué par les porteurs de projets, et donc on doit assumer cette posture d'être évalué aussi par d'autres. Et après, l'autre point, c'est que ça engendre aussi des changements, donc là c'est plus des changements individuels, mais au sein d'une organisation, parce que dès lors qu'on change de posture, c'est que nous, on a la chance d'avoir plusieurs fonctions support dans notre fondation, et en fait, qui peuvent être cloisonnées dans une approche classique, une fondation. Il y a la recherche de fonds d'un côté, mission sociale de l'autre, RH, administratif, et puis la communication qui est plutôt institutionnelle. Et c'est comment, en fait, on arrive à se mettre en musique au service là d'une intention aussi, et la même intention que nos porteurs de projets. Comment la communication, l'équipe communication, elle se met au service de la mission sociale. Donc ça réinvente comment l'équipe de développement des ressources en fait anime le collectif de financeurs, et comment ça se lie à l'opérationnalité des actions. Et donc ça réinvente en fait le rôle, et ça on n'a pas encore, on avance à tâtons, mais ça réinvente vraiment les postures de chacun dans l'équipe également. Ouais, donc c'est vraiment la réaction en chaîne vertueuse, je dirais, d'un côté où tout le monde s'aligne pour aller vers cette intention que vous avez définie. Alors là, on voit le changement de posture, on voit des choses qui bougent, mais comme tu le disais très justement, ça passe aussi par une interaction très concrète avec le porteur de projet. Alors justement, Marine, on a vu cette approche systémique, mais quelque part, il faudrait presque aussi encapaciter son financeur. Donc comment on réinvente, quand on est un porteur de projet, la relation qu'on a avec son financeur pour justement lui assurer ce fameux lâcher-prise dont parlait Benoît à l'instant. En vous écoutant, j'ai essayé de... Tu as 12 heures. C'était de trouver quelques points. J'enfonce une porte ouverte pour commencer, mais la question du temps long, elle est quand même essentielle. C'est-à-dire se donner le temps... Et je vais être très pratique, mais des soutiens sur plusieurs années, c'est extrêmement précieux parce qu'en fait, on passe pas son énergie à chercher des sous, mais on passe son énergie à inventer des solutions et à les mettre en œuvre. Et c'est essentiel. Bon, ça, c'est une évidence. Je pense qu'il y a une question de confiance, mais qu'est-ce que je mets derrière? C'est-à-dire que, en fait, nous donner le droit d'être honnête. Ça veut dire de pouvoir dire qu'en fait, on se plante, qu'on doute, qu'on essaye. Et ça, quand on arrive à le mettre en place dans une relation avec un financeur, c'est quand même c'est précieux parce qu'on peut avancer, on peut faire en avançant, faisant... Enfin bon. Nous aider aussi sans doute à raconter nos réussites. Quand je disais que c'était pas... sexy, en tout cas, si je prends l'exemple d'enquête, en 10 ans, on est mandaté par une académie pour former tous les enseignants de l'académie à notre pédagogie. En fait, on a du mal à raconter des victoires qui semblent minuscules et qui sont énormes. Et en fait, c'est cette histoire de confiance et de temps long, c'est nous aider à pouvoir les raconter correctement. Parce que c'est une victoire hallucinante. Quand on aura modélisé ce qu'on met en place dans l'Académie de Créteil, il y a 12 académies. Donc potentiellement, il y a un truc qui s'ouvre. Mais en fait, quand on le dit comme ça paraît ridicule. Mais c'est pas ridicule, c'est hallucinant. Sur la laïcité et les faits religieux aujourd'hui en France, d'arriver à être acteur extérieur à l'éducation nationale, être mandaté par un recteur pour faire ça,
Mais moi, j'y crois même pas, en fait. Mais du coup, sauf que quand je vous le dis, en fait, vous dites, mais si, en fait, c'est fou. Et donc, en fait, il faut arriver à... Je pense que la relation avec des soutiens nous aider à traduire nos réussites correctement, tout en acceptant du coup qu'on puisse dire aussi là on bute, là on n'y arrive pas, là c'est difficile, là on a un coup de mou. Et puis aussi peut-être, alors moi je parlerai peut-être de mon sujet en particulier sur la question de la laïcité, mais nous aider aussi peut-être à réfléchir politiquement, parce que on a fait un choix qui n'était pas le départ de ne pas prendre parti politiquement, enfin de pas prendre la parole sur ces sujets-là. C'est un choix stratégique, parce qu'on est plus efficace en se taisant. Est-ce que ça vaut le coup tout le temps? Quand est-ce qu'on prend la parole? Enfin, ces questions-là, vous imaginez qu'il y a 3 semaines, on se les beaucoup posées. Quand est-ce qu'on prendra la parole sur ce sujet-là, sachant qu'il y a des moments où on n'est pas d'accord avec ce qui se passe politiquement? Quand est-ce qu'on y va? Ça, je pense qu'avoir des avis différents, donc c'est cette histoire de confiance pour pouvoir mettre des choses sur la table, c'est précieux. Donc temps long, honnête, nous donner la possibilité d'être honnête sur nos réussites, et puis peut-être nous aider à mieux traduire ce qu'on fait avancer alors que ça semble tout petit à l'extérieur. Ouais, après, c'est peut-être une question de valeur perçue, c'est toujours pareil. Toi qui es dedans, tu te dis, bon... Alors que pour nous, c'est énorme de se dire que tu arrives à faire bouger une académie, pardon. On peut le dire, c'est quand même assez énorme. Quand même. Je sais, normalement ça marche, c'est quand tu laisses un silence, on peut célébrer comme ça de belles victoires, comme les territoires, pareil, qui sont changés par territoire zéro chômeur de longue durée. Alors justement, la parole, elle vous revient, Laurent, pour développer cette nouvelle relation avec vos financeurs et, en l'occurrence, la Fondation de France ici présente. Vous avez lancé des comités de financeurs. Alors c'est quoi? C'est une secte qui se réunit les soirs de pleine lune sans lampadaire, hein? Comment ça marche? Non, c'est assez simple. C'est une relation de confiance, donc partenariale. Et donc on a créé un espace de dialogue avec nos financeurs pour échanger sur tous les sujets finalement qui correspondent aussi à leurs besoins. Il y a nos besoins, il y a leurs besoins. Et donc cette rencontre se fait d'ailleurs à Nantes, puisque le siège, non pas administratif, mais opérationnel de l'association est à Nantes, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de territoires au départ qui sont lancés à l'ouest. Moi, je suis de l'est, mais bon, peu importe. Vous voyez, on a mis en place déjà le télétravail à l'époque. On l'a fait dans un tiers-lieu dès 2016 à la naissance du Solilab. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, on fait la rencontre là-bas à Nantes. Et l'échange se fait autour de différents sujets qui peuvent évoluer au fil du temps. Par exemple, le dernier, ça a été l'ancrage territorial, parce que c'était un sujet qui est venu justement des financeurs travaillant sur l'ancrage territorial, c'est ce qu'on a fait. On avait mis en place aussi par le passé un groupe de travail sur la question des activités écologiques, puisque dans les 25 PME que nous avons créés dans les 21 territoires d'expérimentation, parce qu'on est par ailleurs présent dans 300 territoires en France, ça veut dire qu'il y en a 280 qui se préparent pour l'avenir, avec plus ou moins grande maturité dans l'élaboration du projet. Mais dans ces 25 PME, nous avons développé plus de la moitié des activités dans le domaine de la transition écologique. Donc les financeurs sont intéressés par ces questions. Et donc nous avons apporté aussi leur expérience. Car il ne s'agit pas pour nous de faire la leçon à quiconque. C'est bien aussi d'apprendre au-delà des financements. Parce que financer un acteur, un projet, c'est bien. Mais bénéficier de l'expérience de l'entreprise qui a créé parfois une fondation et qui nous aide, c'est très important. Car nous, on apprend beaucoup de ces acteurs. On a créé un organisme de formation pour former tous les acteurs du projet dans les 300 territoires. On a bénéficié de l'expérience de financeurs qui ont une expérience dans le domaine de la formation pour comprendre comment on allait mettre en place cela. Et maintenant, on forme d'ailleurs tous les managers des entreprises qui sont créées au management inclusif. Pour comprendre la question du management inclusif, il y a ce que l'on fait, nous, mais il y a aussi ce qui a déjà été fait ailleurs par des différents organismes. Quand on crée un espace de recherche, comme on vient de le faire, on pourra en reparler après, mais on s'inspire aussi parfois de laboratoires de recherche qui peuvent exister même dans des entreprises ou dans des fondations. Quand on travaille sur l'animation d'espaces apprenants dans toutes les régions de France, qu'on a créé ce qu'on appelle des grappes régionales, n'y voyez aucun lien avec la Bourgogne et avec le bon vin, des grappes régionales, donc ce sont des espaces apprenants dans chaque région où il y a les territoires qui expérimentent et les territoires qui veulent expérimenter. Là aussi, on s'est inspiré
d'exemples qui peuvent exister chez des acteurs qui nous financent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'apprendre au-delà d'avoir un financement. Un financement, bien sûr, c'est très important parce que ça nous a permis aussi, nous au départ, quand on a créé l'association en fin 2016, on est parti que de financement, effectivement. Il y avait la Fondation de France, il y avait quelques autres acteurs, il y avait les membres fondateurs de l'association, et après il y avait nos recettes propres qu'on a pu développer, des fonds européens, et puis voilà, on n'a pas de subvention de l'État hein, pour notre association. On n'a pas de subvention d'État, c'est vraiment les acteurs privés. Mais ça s'est fait, voilà, chemin faisant, par la confiance, par les relations, par des espaces de dialogue, et en apprenant des autres. Voilà. Il y a des modèles économiques. Par exemple, on avait été invité à intervenir au B4IG hein, pour présenter le projet. Il y avait un appel de fonds, et nous, on intervenait au début hein, du B4IG, donc pour lancer un peu le débat. Et c'était très intéressant, c'était de voir en fait que les entreprises elles-mêmes développent leur propre modèle de transition écologique, hein, parfois d'économie circulaire. Et donc, elles vont vite, hein, ces entreprises, parfois plus vite que nous. Et donc, nous, on a forcément intérêt à comprendre d'elles, et des fondations parfois qu'elles ont lancées, et d'autres acteurs aussi qui peuvent nous aider dans ce domaine. Donc, on voit que les financeurs apportent aussi bien plus que du financement pur aussi, mais toute cette matière, tout cet apprentissage et toutes ces synergies qui peuvent se passer aussi à l'échelle d'un territoire. On arrive au terme. J'ai une dernière question pour Benoît, mais au terme de notre discussion à nous, avant de vous laisser la parole et de poser vos nombreuses questions, je l'espère, ça vous laisse le temps d'en préparer quelques-unes. Cette approche, elle semble quand même relativement ambitieuse. Hein. Quand on voit tout ça, on peut se dire... Par quel bout, si on va commencer, si on est une structure qui est plus petite, qui a peut-être moins de capacité, moins de mise en marche, Benoît, est-ce qu'il faut forcément s'attaquer à un gros morceau au départ quand on est un financeur? Sur quel levier on peut agir? Il y a déjà il y a deux choses. Déjà, quand on parle de système, on voit tout de suite des systèmes énormes, internationaux, nationaux, mais un système, c'est aussi à l'échelle locale, à l'échelle d'un territoire. Donc on a une échelle différente, mais néanmoins, ça nécessite une mobilisation importante. Mais donc, il y a cette approche territoriale aussi, qui est un système à changer également. Et ensuite, je prenais l'exemple de nous en tant qu'un peu de facilitateur, mais en fait, on peut être engagé dans d'autres démarches aux côtés d'autres fondations. Mettre à disposition, pas nécessairement ou exclusivement du financement, mais de l'expertise. Et ça, vraiment, j'insiste, c'est pas juste des mots. Je pense dans la salle, là, je vois Frédéric, par exemple, Frédéric Doé, de la Fondation RTE, fait partie du collectif Entrepreneur. On ne reconnaît pas bien Frédéric, si on peut voir Frédéric. Voilà. Merci, voilà. C'est une belle affiche, Frédéric. Qui apporte sur le programme Entrepreneur Ruralité. Nous, on n'y connaît rien, en fait, sur la ruralité. Nous, on apporte une expertise entrepreneuriat, écosystème d'entrepreneuriat. D'ailleurs, on ne sait pas accompagner les entrepreneurs, on accompagne des associations qui accompagnent les entrepreneurs. Frédéric amène une vision sur la ruralité. Et d'autres acteurs apportent un regard dans ce collectif-là. On a sur le bien vieillir, sur les savoir-faire des territoires. Chacun peut apporter cette expertise-là et s'implique aussi dans de l'accompagnement de porteurs de projets. Et ça, on a vraiment le cas dans le programme. C'est donc l'expertise, apport de vision, apport de réseau. C'est important pour réussir, en fait, et donc de ses propres compétences. Donc on est d'accord que pour avoir une approche systémique, la taille de la fondation n'a pas beaucoup d'importance. Non, on est bien d'accord avec ce sujet. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors ça va être votre temps à vous. L'idée, c'est que ce soit évidemment le plus interactif possible. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à monsieur? Donc, je vais demander à Anaïs de nous rejoindre pour passer un micro. Ah, mais c'est super. D'abord, je vous remercie. C'est génial ce que vous présentez. Moi, je connaissais de loin, mais de voir de près, c'est merveilleux. J'ai une vraie question derrière tout ça, parce que ce que vous dites, c'est qu'on va passer d'une mathématique grosso modo logique à une mathématique du chaos. Et c'est ce qu'on essaie de faire en créant en fait des points de congruence dans lesquels les choses se développent et s'accélèrent très très vite. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on change nos valeurs en fait, puisque tout repose en fait sur une construction mentale qui part, si je prends un truc tout simple, le droit de la propriété, il est dans les droits de l'homme.
Et on sait à quel point le droit de la propriété est quelque chose qui bloque beaucoup d'initiatives, en particulier sur la reconnaissance des communs. Comment est-ce qu'on fait sur ce sujet-là? Et ma deuxième question qui suit derrière ça, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas créer une nouvelle monnaie? Puisqu'en fait, le seul truc qui est vraiment partagé par tous les citoyens de la planète et tous les êtres humains, c'est la monnaie. Il n'y a rien d'autre qui soit partagé comme ça. Dans toutes les cultures, dans tous les endroits, etc., c'est la monnaie. Est-ce qu'il n'y a pas une monnaie Ashoka à créer? Un Ashoka, 2 Ashoka, 100 Ashoka? Je ne me sens pas tout à fait compétente pour répondre à ce sujet. Vous m'en voudrez pas? Mais je pense surtout qu'on peut... la première question, il y a une partie de la réponse qui peut être pour vous. Marion, tu veux répondre? Non, je vais pas répondre de façon formelle sur la question des communs, du chaos. Non, sur la question des communs, c'est vrai qu'il y a un véritable progrès à faire sur... On a des habitudes de travail en concurrence, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas. Il y a des vraies habitudes de travail en coopération et ensemble à prendre. Ça change radicalement les postures, ça change radicalement les pratiques. Et c'est un apprentissage qui est encore à faire, à la fois au niveau des fondations, mais on le voit aussi, c'est une des préoccupations des associations qu'on réunit ensemble, qui bien trop souvent nous disent dans quelle situation de concurrence elles sont mises les unes avec les autres, alors qu'elles aimeraient pouvoir s'enrichir du travail les unes des autres. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une nouvelle monnaie? C'est amusant que vous disiez ça, puisque dans la dernière session collective qu'on a eue avec le groupe des acteurs clés de changement, se posait cette question, puisque au-delà de leur impact, on les fait travailler sur la question de la valeur qu'ils créent individuellement, collectivement, pour la société. Et donc, comment arriver à mesurer cette valeur? C'est une question qui nous occupe beaucoup. Donc, la monnaie est peut-être une solution. Il peut y avoir d'autres pistes, mais ça fait partie des choses auxquelles on peut réfléchir de façon intéressante dans ces collectifs. Voire pas de monnaie du tout. Laurent, pardon pour vous. Non, si vous voulez, bon, pourquoi pas la monnaie, mais je pense qu'il y a aussi une question qui est celle de ce qui n'est pas marchand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une personne retrouve un emploi après avoir été au chômage pendant 8 ou 10 ans, qu'elle signe son premier CDI de sa vie parfois à 50 ans, qu'elle touche pour la première fois de sa vie à 50 ans un SMIC, voilà, et qu'elle peut à nouveau inviter des personnes chez elle, que ses enfants retrouvent aussi une fierté par rapport aussi à tout ça, que la famille va mieux, que ça n'a pas toujours une valeur économique ni monétaire. Hein, et je pense que nous sommes dans un système, finalement, où on évalue tout sur la question monétaire, surtout en France. Alors en France, vous êtes évalué par l'IGAS, par l'IGF, par la DARES. Nous, on a eu toutes les études possibles et inimaginables. Je pense d'ailleurs qu'on doit être un des projets qui a été le plus évalué en France. Je ne sais pas pourquoi, c'est étonnant. Et donc, on a été évalué que sur des indicateurs, d'accord, qui sont les indicateurs communs aux institutions, alors même que dans la loi qui a été votée à l'unanimité au Parlement en 2016, était inscrit et gravé dans le marbre que ce qui allait nous permettre d'être évalués, c'était les nouveaux indicateurs de richesse. C'est-à-dire d'essayer de nous comprendre au-delà de la grille de lecture habituelle. Nous n'avons pas du tout été évalués sur ce qui a été inscrit dans la loi. Alors heureusement, il y a des organismes internationaux et des universités à l'international qui ont fait des rapports, notamment l'Université de Louvain, l'Université libre de Bruxelles, Solvay, qui ont fait des rapports sur les impacts du projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, au-delà de la question monétaire, au-delà de la question du taux de chômage, sur ce que ça apporte aussi pour les personnes et pour les territoires. Voilà. Et je pense qu'il faudrait qu'on change justement nos façons de voir les choses et d'évaluer, mais pour le faire, il faudrait faire de la question d'évaluation une question démocratique. C'est-à-dire, par exemple, de nous demander, nous, en tant qu'acteurs de Territoire Zéro Chômeur, qu'on puisse discuter autour de la table des éléments sur lesquels on va être évalué. Parce qu'on ne le sait pas du tout. On ne sait pas qui va nous évaluer, sur quels critères on va être évalué, alors que nous, on poursuit un objectif. On a défini des objectifs. On ne sait pas sur quels objectifs on va être évalué. C'est quand même étonnant. On demande à pouvoir être reçu pour dialoguer de cette question. On n'est pas reçu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une décision. On a créé notre propre espace démocratique de recherche avec des chercheurs, avec des universitaires, pour pouvoir travailler sur ces questions, justement, de qu'est-ce que ça apporte comme impact pour les personnes et pour les territoires. Voilà.
Et puis moi, je fais une petite parenthèse pour Ashoka. Nous sommes en pleine évaluation d'impact d'Ashoka, justement, parce que c'est pas toujours évident d'être en capacité de pouvoir mesurer qu'est-ce que c'est que le changement systémique, même si on a essayé de donner quelques idées. Le changement de mentalité est très complexe à évaluer. Le changement de mode de coopération un peu plus tangible, on le voit sur des coopérations plus ouvertes, de co-leadership, de co-responsabilité. Mais alors, le changement de l'évaluation de la performance d'un projet et en mettant de l'extra-financier, de voir à quel point ça a un impact très long terme et une traction très long terme, ça c'est beaucoup plus complexe en fait, parce qu'encore une fois, j'en veux beaucoup à René, hein. Je suis désolée, René Descartes, c'est quand même ma marotte en ce moment. Mais cette évaluation court-termiste, elle est sur du chiffre. Et ce que disait Mathieu tout à l'heure était très intéressant aussi, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui va être systémique, il va regarder davantage la croissance de son idée, même si c'est pas lui qui la réplique, que la croissance de son organisation. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde aussi, c'est de l'essaimage ou de la croissance d'organisation un peu partout, plutôt que de se dire quel va être le pourcentage d'une classe d'âge d'enfants de 6e qui vont demain planter un arbre, que ce soit la même association qui le fasse dans tout un territoire ou 15 associations qui le fassent elles-mêmes. Donc il y a un vrai sujet aussi d'écosystème, là je reviens sur ce que tu disais Benoît, de se dire bon, bah, il faut qu'on s'attache tous à être en capacité de devenir, j'aime bien prendre cette image-là, un peu des plombiers, c'est-à-dire d'aller chercher la fuite tous ensemble, plutôt que d'être comme dans Fantasia avec Walt Disney, à être des balais complètement fous, à essayer d'éponger en permanence et puis d'être dans cette dynamique-là. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup chez Ashoka, qui est notre mesure d'impact, qui est au-delà des entrepreneurs sociaux qu'on accompagne, mais de cette vision du changement systémique, comment elle peut infuser, aussi bien auprès de notre communauté de mentors philanthropes, et certains sont présents dans la salle, et ça me permet de les saluer aussi, parce que grâce à leur soutien, ça nous permet d'aller plus loin, mais eux-mêmes deviennent ambassadeurs de cette vision-là, et de changer progressivement aussi toutes les mentalités un peu partout. Mais Benoît, je sais que tu voulais réagir aussi. J'ai dit ce que tu voulais dire. Bah, tu vois, on est trop in sync, comme on dit. Donc, c'est génial. Fantasia, c'est Fantasia qui t'a... Fantasia, oui, c'est ça. Une autre... Ça répond un peu à votre question, monsieur ? De toute façon, on aura d'autres occasions. Monsieur ? Bonjour, je m'appelle Jérémy Dumont. J'anime un collectif de scientifiques du comportement qui s'appelle le GECO. On est en train de constituer une alliance de partenaires pour réussir à faire un rapport équivalent à celui du GIEC, mais sur le changement de comportement. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que les scientifiques du comportement pourraient apporter à votre initiative afin de faire advenir ce changement systémique ? Ça, je pense que c'est une question pour Mathieu, ça. Alors là, elle est pour toi, qui est en pleine recherche, sans trop déflorer ce sur quoi tu travailles actuellement, sur les mécaniques de prise de décision. Justement, je crois que le comportemental, il pourrait jouer un rôle majeur. Me trompe-je ? Ouais, bah carrément. Viens avec nous, t'es de la bande. On est tous de la même bande ce soir. Oui, merci. Et effectivement, le GECO, je crois que... je suis, et je pense que c'est essentiel de faire ce travail sur le... comment notre cerveau réfléchit, pense. C'est la même question aussi que sur les valeurs et la question de la propriété. En fait, c'est le paradigme de pensée et comment, en fait, quel va être notre système de valeurs et donc nos décisions au quotidien. Donc moi, je pense que c'est l'enjeu des enjeux. En fait, c'est quelque chose qui est méta, qui est au-dessus et qui doit permettre un changement de mode de pensée, de réflexe, coopération versus compétition, le vivant versus des réflexes peut-être mécanistes ou industriels. Enfin, c'est pas du... Voilà, faire cette transformation de nos modèles de pensée pour mieux décider, mieux agir. Enfin, moi, je suis persuadé que c'est l'enjeu des enjeux. On le partage. Donc, je pense qu'on va se parler au cocktail, Jérémy. J'ai noté votre prénom et votre nom. Une autre question ? On a peut-être des questions en ligne aussi, je crois. Peut-être. Dernière question, peut-être. Ah, une petite main qui se lève, une main connue. Vous êtes, rappelez-nous qui vous êtes. Ça marche ou pas ? Parfait, ouais. Merci beaucoup pour tout ça. Du coup, je suis un peu familier du projet. Je travaillais chez Ashoka avant et maintenant à la Cloche. Moi, j'avais une question justement plutôt sur comment les acteurs philanthropiques peuvent être dans du cofinancement aussi partenaires pour aller chercher des financements publics. Parce qu'on le voit sur notamment beaucoup d'associations qui travaillent notamment sur le social, mais sur d'autres sujets, il y a une manne de financement public forte. Et aujourd'hui, il y a à la fois
beaucoup d'efforts pour aller chercher du financement privé, mais également pour aller chercher du financement public. Donc comment, du coup, les deux peuvent travailler ensemble, notamment? Alors, on n'est pas parfait parce qu'on découvre également, donc, mais ce qu'on a essayé de faire, par exemple, sur le programme Entreprendre la ruralité, donc, qui est en cours, bah, c'est d'aller rencontrer BPI, qui, par ailleurs, ils sont dans notre conseil d'administration, pour voir aussi, pour échanger avec eux sur ce sujet-là, et voir ce qu'ils faisaient. Et en parallèle, en fait, ils imaginaient de mettre en place un appel à projet, en fait, qui a eu lieu maintenant et qui a été lancé avec la Caisse des dépôts, avec la Banque des territoires. Et on s'est déjà coordonné en amont, en fait, au moment du design, en fait, de notre programme sur ce sujet. Et on a acté qu'il y avait des liens assez forts et qu'il valait mieux plutôt que ça se fasse à côté plutôt que dedans. Mais c'est une réflexion qu'on a eue ensemble. Et que bah ensuite, les liens étant ouverts, c'est aussi de pouvoir valoriser les lauréats, les parties prenantes, nous, de notre programme auprès de la puissance publique. Après, il y a des passerelles au-delà du financement, en fait, qui sont à faire, parce que quand on parle de changement systémique, il y a l'idée de faire bouger les lignes, et c'est aussi notre intention, quand on parle de R&D, de tirer des enseignements, de pouvoir les diffuser plus largement, essayer de, même si on est sur des temporalités, je l'admets, un peu courtes encore, idéalement, il faudrait travailler 10 ans sur les mêmes sujets, mais c'est comment est-ce qu'on les embarque au-delà du financement, mais dans nos réflexions, et comment est-ce qu'on arrive à les faire bouger. Ça, on a un gros travail à faire, et c'est des réflexions qu'on a. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous les quatre, vraiment, pour la qualité de vos propos, la confiance que vous nous avez fait en nous racontant tout ce qui vous arrivait. Donc, nous allons pouvoir passer à notre séquence suivante, sous les applaudissements, évidemment. Nourri. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Tu veux rester avec moi un peu ou pas? Non, non. Tu peux. Moi, j'ai très envie de vous interroger. Et très envie surtout que vous sortiez votre carnet de bord, votre carnet de voyage. Parce qu'on va continuer un peu à parler de voyage. Et tout à l'heure, Mathieu vous a parlé de cette plateforme Menti. Je vais vous demander d'y retourner, puisque maintenant, tout est absolument bien téléchargé dans vos téléphones. Et je vais vous demander de prendre allez, une petite trentaine de secondes pour placer sur ce Menti un mot, une phrase, une impression qui vous a particulièrement interpellé sur tout ce qu'on a échangé depuis 18 heures. Voilà, quelque chose qui vous a marqué, ce avec quoi vous avez potentiellement envie de repartir, sachant qu'on va vous garder encore un petit peu. Hein. Voilà, mais prenez le temps de faire ça tranquillement, et un nuage de mots va apparaître. Alors je vais en lire quelques-uns. On parle de chaos, coopération, financement structurel, alliance, oser, engagement, extra-financier, partage, interdépendance. Il est magnifique ce nuage de mots, vous ne trouvez pas? Regardez comme d'un seul coup l'approche systémique prend son envol. Tout le monde a placé son interpellation du soir. Alors il y a deux mots que je retiens particulièrement, qui vont être l'interdépendance et la connexion. Et je vais m'arrêter particulièrement sur ces deux mots-là parce que nous approchons de la fin de notre voyage commun, en tout cas assis dans ce bel amphi du Learning Planet Institute. Donc ce voyage qui, je l'espère, aura ouvert votre tête, changé un peu parfois votre vision, ou confirmé ce changement que vous êtes en train d'opérer, nourri votre cerveau. Mais maintenant, nous vous proposons de vivre une autre expérience. Une expérience de connexion. De renouer avec
votre intention, la fameuse dont parlait Benoît tout à l'heure, celle qui vous a motivé pour venir passer ce moment avec nous. Au fond de vous-même, qu'est-ce qui vous a mu jusqu'à nous? La raison pour laquelle nous avons tous décidé de nous réunir.